Alors, donc cette présentation serait un peu différente parce qu'il ne s'agit pas d'un projet de recherche, mais justement d'un projet qui cherche à sortir des modalités R&D et entrer donc dans l'ère ou dans la phase d'industrialisation. Et puis, je vous préviens un peu à l'avance, je risque de vous frustrer parce qu'on n'a pas vraiment encore des résultats à présenter. On est au tout début, même si effectivement il a fallu pas mal de temps consacré aux expérimentations pour pouvoir mettre en place ce projet. Mais on est au tout début des développements, puisque les développements commencent aujourd'hui. Officiellement, on entre en phase de développement, donc ce lundi 3 juin. Euh, donc avant d'entrer dans le cœur du projet, juste un petit rappel historique, effectivement, sur la constitution des corpus de Gallica, qui sont constitués vraiment au fil des ans, à partir des années 90, grâce à la numérisation des collections documentaires par la Bibliothèque nationale de France. Donc le premier visage de Gallica a vu le jour en 1997. Et au fil des ans, donc ce corpus s'est enrichi de plus en plus par les apports documentaires qui provenaient des collections et qui proviennent encore des collections de la Bibliothèque nationale, mais aussi des collections des bibliothèques partenaires, dont d'ailleurs la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg. Donc cette diversification, cet élargissement du périmètre documentaire a été accompagné aussi du perfectionnement des techniques de numérisation. Donc on peut citer bien sûr l'arrivée de l'ECR dans les années 2000 qui permet vraiment d'initier l'extraction de connaissances et donc adopter les approches de fouilles de texte. Et à partir des années 2015-2017, la démocratisation de l'apprentissage machine et l'appropriation, notamment par le domaine des sciences humaines et sociales, des modèles d'analyse d'images permet l'introduction de la fouille d'images. Et donc le projet Gallica Images, c'est un projet qui est né à la fois dans ce contexte de démocratisation des technologies de l'intelligence artificielle et qui est né aussi d'un constat très simple. C'est donc le constat suivant, c'est que les grands corpus qui sont constitués au fil des ans dans cette bibliothèque numérique, grâce à la politique de numérisation de masse, ne sont pas facilement accessibles par les lecteurs, les chercheurs. Car les métadonnées bibliographiques descriptives qui se rapportant au document ne permettent pas, dans la plupart des cas, de faire une recherche à l'intérieur du document. C'est là. Ah oui, c'est le vert. Les objectifs, oui, aujourd'hui les collections de Gallica sont constituées de ces corpus très riches, effectivement plus de 10 millions de documents, dont plus de 140 000 de documents d'archives et de manuscrits, plus de 450 000 de documents iconographiques et plus de 550 000 de monographies et même plus de 6 millions de fascicules de presse. Les objectifs de projet, c'est d'engager un travail de recensement et d'indexation de toutes ces illustrations qui sont présentes dans les collections numériques de Gallica pour leur octroyer une meilleure visibilité. Donc mettre en place une solution de fouille d'images qui serait basée sur les technologies évolutives et open source, en tenant compte à la fois de toutes les expérimentations qui ont été faites dans le cadre des projets de recherche, mais aussi donc des usages et de l'état de l'art des technologies de l'intelligence artificielle, des technologies d'aujourd'hui. Et donc dans le but de mettre à disposition des outils de consultation et d'exploration de la collection d'images, répondant aux besoins à la fois des chercheurs, du grand public et des usages professionnels. Donc ce défi d'aujourd'hui qui se présente devant nous, c'est de justement sortir du mode de recherche et développement et tout en utilisant ces différentes expériences, entrer dans le mode d'industrialisation.
en appliquant les traitements spécifiques sur les collections, sur l'ensemble des collections de Gallica, donc en utilisant les technologies de segmentation et de caractérisation des images par l'intelligence artificielle. Donc les principaux traitements qui seront envisagés, c'est bien sûr la segmentation, la caractérisation, la classification, la détection d'objets et donc la recherche par similarité visuelle devrait aussi être mise en place donc, à la fin du projet. Il y aura d'autres traitements qui seront envisagés dans la chaîne de traitement, les traitements qui sont liés plutôt à la détection d'orientation d'objets ou encore à l'identification des tables de matière. Donc, juste pour illustrer mes propos. Donc les traitements devront nous permettre d'à la fois détecter les illustrations, donc les zones correspondantes aux images à l'intérieur d'une vue numérisée, bien sûr tout en collectant les informations donc sur le numéro de la vue, le numéro de la page, et en enregistrant les coordonnées positionnelles de l'image dans la page. Donc identifier donc, la technique, donc, dans ce cas-là il s'agit d'une photographie, également de permettre d'identifier les fonctions de l'image, de générer aussi des descripteurs conceptuels. Tel que ici dans ce cas-là c'est donc une personne, une femme, il s'agit d'un portrait, donc aussi par l'analyse de l'image et la palette colorimétrique permettre de collecter ces informations, ces données pour mettre ensuite en place la recherche par couleur ou par palette colorimétrique. Quelques mots sur la chronologie d'un projet à la BNF. Bien sûr, donc j'ai déjà évoqué l'importance de la démarche R&D et des projets de recherche qui ont été menés depuis plusieurs années, donc notamment par Jean-Philippe Moreux au sein de la BNF. La mise en place de la feuille de route de l'intelligence artificielle à partir de 2021 qui a permis aussi d'inscrire ce type de projet dans la stratégie de l'établissement, mais aussi envisager à la fois donc, la montée en compétence des équipes et aussi des investissements dans l'infrastructure, mais aussi faire porter ce type de projet à l'extérieur de la BNF en favorisant donc, la recherche de partenariats à la fois scientifiques, financiers et industriels. Comme vous pouvez le constater, effectivement, ce chemin est assez long et donc nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir entrer dans cette phase de développement en 2024 qui devrait nous donner la possibilité enfin de mettre en place un outil et donner accès à la fois donc, aux données et donc aux interfaces à partir de 2025-2026. Je note rapidement quelques cas d'usage qui semblent donc à la fois assez simples et assez logiques. Bien sûr, donc la base d'images, d'illustrations constituée devrait pouvoir permettre à la fois aux chercheurs, donc au grand public et puis peut-être aux professionnels des industries culturelles d'effectuer des recherches dans ces grands corpus, d'aider aussi des usages professionnels tels que l'aide au catalogage ou la description des collections ou encore la médiation. Sans rentrer dans le détail des projets de recherche, puisqu'il y a eu énormément de projets de recherche qui ont été menés ces dernières années, je vais juste nommer quelques-uns qui ont eu de l'importance pour le projet. Donc tout d'abord, bien sûr, celui du projet qui a été mené en collaboration avec le laboratoire ETIS de l'Université de Cergy sur un corpus de 3000 images de la banque d'images, et qui a permis de tester des approches basées sur l'analyse de l'histogramme, de couleurs et de textures, l'agrégation de descripteurs locaux, mais aussi l'apprentissage profond.
La création de Gallic Epics à partir de 2017 permet de faire vraiment une preuve de concept sur la recherche multimodale faite à partir de 6 corpus d'illustrations extraits de Gallica et de Mandragore. Donc ce projet a utilisé à la fois l'apprentissage machine pour la classification et la détection d'objets avec des entraînements aux locaux et en utilisant des services plutôt commerciaux. Je cite aussi des projets menés en collaboration avec l'INRIA, notamment Gallica Snoop, qui a permis de tester le concept de recherche par similarité visuelle. Et puis de projets de moindre envergure, avec, notamment menés avec les élèves ingénieurs d'EPITA sur les tests autour des différents modèles de classification, plutôt segmentation. La première tentative de sortie du mode de recherche et développement a été faite en 2020 avec donc le premier cahier de charges fonctionnelles et techniques qui a été rédigé en vue de la recherche d'un partenaire industriel. Le premier marché a été déclaré infructueux compte tenu de l'enveloppe budgétaire insuffisante. Donc il y a eu un deuxième essai qui a été lancé à partir de 2022 avec, grâce au soutien financier de la Caisse des dépôts dans le cadre du programme France 2030. Et le marché donc, a été notifié cette année à la fin du mois de mars, avec une phase plutôt de précision de besoins, d'initialisation qui a eu lieu donc en avril et au mois de mai. Et voilà, on est encore une fois ravis de constater qu'enfin on peut entrer en phase de développement donc à partir du mois de juin de cette année. Je ne peux pas parler de ce projet sans nommer les partenaires, donc les partenaires scientifiques tels que la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, l'Institut national de l'histoire de l'art, le partenaire industriel, la Javanese, et bien sûr le partenaire financier qui est la Caisse des dépôts et qui soutient le projet à hauteur de 50%. Alors, beaucoup de textes, mais pour vous présenter donc les principales entrées, en tout cas les principaux objectifs de ce marché, c'est de développer une chaîne de traitement constituée de 2 briques principales. Donc la première brique la brique de segmentation qui doit permettre d'extraire les illustrations à partir des vues de documents numérisés. La deuxième brique qui doit enrichir donc ces illustrations avec les descripteurs en générant des concepts ou des descriptions complémentaires. Toutes ces données donc, seront enregistrées dans une base de données qui sera ensuite interrogeable via une API de recherche qui fonctionnera donc par mots-clés. Pour illustrer donc le processus à la fois d'extraction d'illustration et de génération de concepts, ce schéma que vous avez peut-être déjà vu d'ailleurs, qui illustre donc ce processus qui consiste à repérer et identifier les illustrations dans chaque page, générer une indexation dédiée donc pour chaque image, à la fois en utilisant les métadonnées bibliographiques des documents d'origine et puis en exploitant aussi toutes les données, notamment textuelles disponibles, les légendes, les tables de matière, les rubricages. Puis ensuite introduire, donc appliquer l'analyse d'image elle-même par classification automatique de détection d'objets. Et puis donc l'insertion de ces données dans une base de données à la fin du processus.
Donc oui, j'ai dit en quelques mots au début que j'allais vous frustrer peut-être par cette présentation, puisque donc pour le moment nous n'avons pas de résultats à présenter concrets, juste les pistes ou notre approche méthodologique. Donc l'approche consiste effectivement aujourd'hui à déjà identifier ou à constituer des jeux de données qui nous permettront de lancer des entraînements. Donc ces jeux de données qui sont issus de Gallica, de GalliPix, Mandragore, de la banque d'images, ou des jeux de données qui ont été constitués au fil des projets de recherche, ou encore d'autres jeux de données disponibles. Donc l'approche proposée par le partenaire technique, c'est une approche plutôt centrée sur les données, pas sur le modèle. Donc ce qu'elle préconise, c'est de rester ouvert tout au cours du projet par rapport à l'état de l'art des modèles disponibles. Donc, en partant des modèles pré-entraînés tels que Detectron 2, FastRCNN, Cascade RCNN ou YOLONAS, à la fois pour la segmentation et la détection d'objets, ce qui nous fait adopter plutôt une approche plutôt des modèles vocabulaires fermés qui permettent des entraînements à partir du vocabulaire fermé. Aujourd'hui, donc, il existe des modèles qui permettent de convertir des images en texte, des modèles dits vocabulaire ouvert, du type clip ou blip. Pour le moment, donc, ces modèles ont été écartés à la première vue, compte tenu du fait qu'ils génère des descriptions textuelles à la fois assez répétitives, et puis ces descriptions textuelles ne comportent pas des mots-clés qui pourraient être utiles pour un chercheur, l'utilisateur final. Mais ces modèles ne sont pas complètement écartés. Ils pourront à la fois être utilisés pour enrichir, pour constituer des jeux de données, donc pour contribuer à la notation et aussi pour préparer donc les pré-entraînements d'autres modèles. Compte tenu de l'évolution très rapide des modèles, ce qui est préconisé, c'est vraiment rester en mode veille sur les modèles à fort potentiel, et pour pouvoir ensuite les introduire ou les utiliser dans les chaînes de segmentation, d'indexation. D'où l'approche itérative avec, donc encore une fois, en premier lieu, donc l'utilisation des modèles pré-entraînés open source pour les cas simples, réentraînement spécifique pour des cas plus complexes. Toujours dans cette idée de rechercher le bon compromis entre la complexité et la performance. Et cela il sera possible effectivement de rester ouvert aux évolutions des modèles dont la condition, en fait, c'est d'envisager la mise en place d'une architecture modulaire pour pouvoir introduire de nouveaux modèles si nécessaire. Le développement se fera aussi par approche itérative avec un socle technique qui est basé sur la collection d'images. Donc on commence les traitements par des collections iconographiques qui nous semblent le plus simples, et puis en élargissant progressivement le périmètre de documentaire à d'autres collections. Donc en deuxième lieu, ce sera des monographies, puis les périodiques, les manuscrits et enfin les objets. La phase de développement qui commence aujourd'hui donnera lieu au déploiement. Donc actuellement, tous les développements se feront en interne chez le partenaire industriel. La phase de déploiement d'internalisation aura lieu plutôt à partir du premier trimestre 2025. Et d'ici là, donc je pense qu'on sera en capacité de vous présenter les résultats des premiers entraînements plutôt à partir de septembre de cette année, et mettre en place un démonstrateur API recherche à partir du premier trimestre 2025.
Je vais laisser maintenant la parole à Rosanne euh, pour, euh, pour compléter mes propos et pour parler notamment de la participation de la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg dans ce projet. Oui, en fait, nous, à la BNUS, effectivement, on est entré dans la galaxie Gallica en 2010 pour construire la première marque blanche qui s'appelle Numistral. Donc, c'est notre bibliothèque numérique. C'était d'abord celle de la BNU. C'est devenu celle du réseau, du réseau alsacien. Euh, et enfin du réseau universitaire alsacien et d'autres partenaires nous ont rejoints. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'en 2010, quand on a alimenté cette première marque blanche, c'était avec plus de 24 000 images. C'était les premiers fonds numérisés de la BNU qui étaient avant sur des serveurs. Et ces images, historiquement, ont été indexées avec pas énormément de personnes disponibles, de catalogueurs disponibles. Donc, on a fait appel pour compléter à des bénévoles qui voulaient bien, sur leur temps libre, venir ajouter des petits mots-clés aux images aux images d'Alsace notamment, hein, qui ont fait l'objet de cette première numérisation. C'est vous dire que l'indexation est très, alors elle a le mérite d'exister, mais elle est très généraliste, parcellaire, et elle ne permet pas une vraie exploitation de la richesse des fonds iconographiques qui sont à l'heure actuelle présents dans Numistral, notamment en termes pour des projets de recherche, parce qu'il faut déjà découvrir en fait le gisement existant, et c'est ce que permettra notamment un projet comme celui-ci. C'est une des premières raisons qui nous a motivés pour les rejoindre dès le début. C'était aussi quelque chose qu'on surveillait depuis Gallica Pix, où on avait vraiment très envie de proposer nos fonds pour pouvoir travailler ensemble à cette expérimentation. Et puis, donc là, on a proposé en fait de travailler sur un corpus. On a apporté un corpus de cartes postales d'Alsace pour notamment faire un travail plus précis sur les costumes. Et puis, dans le dernier temps, puisque, comme vous l'avez compris, la première phase s'appliquera à de l'iconographie déjà identifiée comme telle. Les autres phases vont permettre de repérer de l'iconographie dans les monographies, dans la presse, dans des manuscrits. Et c'est là qu'on a aussi proposé un fonds de littérature jeunesse, puisque il est riche d'illustrations, parfois réalisées par des illustrateurs célèbres. Donc c'est vraiment une plus-value en réalité, ce projet sur le fond iconographique de la BNU. Parallèlement, on a la chance d'être une bibliothèque un petit peu atypique et d'avoir nous-mêmes un service d'iconographie en fait dédié au catalogage, à l'acquisition, à l'indexation de l'iconographie, ce qui nous donne une grande expérience en fait dans la connaissance de ces fonds et dans le décryptage, j'ai envie de dire, enfin voilà, dans le catalogage, l'indexation, le repérage des techniques qui vont, je pense, être un atout pour collaborer dans les phases de vérification des résultats des modèles entraînés pour voilà, ce qu'on va faire au début, hein, vous imaginez bien, on va comparer un petit peu ce qu'on peut faire en tant que catalogueur ou en tant qu'être humain expérimenté et expert dans le domaine, et puis ce que va produire les modèles, ce que vont produire les modèles. Voilà un petit peu
les bénéfices, en tout cas, et les cas d'usage. Pour la BNU, bien sûr, on voit bien, et je l'ai évoqué, hein, que ça nous permettra vraiment d'intéresser les chercheurs qui travaillent avec nous, mais d'autres aussi, pas seulement sur le plan national, puisque c'est quelque chose qui sera accessible en ligne, susciter de l'intérêt et des recherches supplémentaires sur nos fonds iconographiques. Il y a bien sûr un intérêt aussi au niveau du grand public. On le voit fourmi sur les réseaux des recherches de rues, de localisation d'une maison, à plusieurs époques différentes, et on peut collaborer en fait à ces recherches d'amateurs, et en offrant une source, en offrant des sources vérifiées. Et puis, bon, évidemment que la question de l'aide au catalogage, ou la possibilité un jour de vérifier avec son smartphone si cet ouvrage ou cette image est-elle présente, déjà numérisée dans Numistral, c'est un atout qui nous intéresse également. Voilà les raisons pour lesquelles ça nous enchante en fait de collaborer à ce projet dès le départ. Et peut-être que je peux étendre un tout petit peu, puisque là, on a présenté 2 projets. Je vais prendre pas très longtemps, mais pour expliquer que c'est d'une part une volonté également des équipes de la BNU de monter en compétences, et ça va être l'occasion justement, en travaillant à l'industrialisation de la reconnaissance d'images. Ça va permettre effectivement aux équipes de la BNU de monter en compétence sur ces technologies qui s'appuie sur de l'intelligence artificielle, mais aussi ça s'inscrit dans une démarche qu'a la BNU petit à petit, d'essayer de fournir des données à partir de ces corpus numérisés, quelle que soit la typologie en fait, puisque les corpus qu'on peut posséder à la BNU sont vraiment très variés en termes de typologie. On trouve aussi bien des manuscrits que des cartes, que de l'imprimé, que énormément de presse. J'ai pas fait j'ai pas fait de points spécifiques sur la presse, mais vous imaginez bien l'intérêt de retrouver les images, les illustrations dans la presse. Donc l'idée à terme, c'est de pouvoir fournir des corpus de données, quelle que soit la typologie des documents, pour faciliter la recherche. Voilà, je vous remercie.